Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Est-ce que l'audio du jour, vous le connaissez? Probablement que oui. D'abord, Jerry, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, les gens de Prime sont toujours avec nous autres. Donc, eux, ils sont déjà salués, mais on salue les Pirates Live qui se joignent à nous en ce jeudi où on lance le week-end, mon ami Jerry. Yes. Et on aura quoi comme vin? On a un vin, on s'en va en Espagne. Ça fait bout de temps qu'on n'est pas allé en Espagne. Ça fait au moins une semaine. Non, Hey, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en Espagne. Ça doit faire plus qu'un mois quand même. Ah oui, facile. Oui. Ouais, On s'en va en Espagne. On a l'impression que l'Espagne produit 75% du vin. Arrêtez. Non, c'est pas vrai. Allez voir mes chroniques, là. Vous allez être surpris. On t'écœure. Je fais un effort pour pas trop être chaud. Donc, je vous donne quelques petites affaires pour commencer. On a parlé amplement, je pense qu'on a quasiment uniquement parlé d'une discussion un peu philosophique sur l'époque dans laquelle on est. Puis on a salué le père qui fait la manchette depuis 3 jours maintenant. Puis tout le monde, surprenamment, je suis content de voir que la majorité des gens ont pris le côté du père, malgré que le père s'est emporté à un moment donné puis qu'il a dit des choses que lui-même doit regretter. Mais on comprenait très bien ce qu'il voulait dire. Bon, on sait bien qu'il ne l'enterrait pas vivant. Là. C'est juste... Puis je peux vous dire une affaire, le petit morveux, le petit Christ de morveux de l'école à Berthier, je peux vous garantir une affaire. L'intimidation, c'est fini. il n'en fera plus, mais c'est parce que c'est le même qu'on apprend. On a été jeunes, on sait exactement comment ça marche. On va dire de quoi, quand on se fait ramasser, puis on pogne plus fort que nous autres, on devient petit dans nos culottes, puis finalement, on comprend le message. Mais malheureusement, il y a probablement beaucoup de monde qui n'ont pas fait la job avant, et ça l'a dégénéré au point où le père, pour protéger ses enfants, a dû aller faire sa propre justice. Mais je pense que tout le monde l'appuie. Mais comme je le disais, par contre, dans le tweet, puis j'en ai parlé tantôt avec Jerry, Mr. White, puis les Pirates Prime, comme je dirais dans un tweet que j'ai fait sur X hier, la vérité, c'est que de cette manière-là, on est avec lui. Mais si c'était arrivé d'une autre manière, si on avait donné le pouvoir au directeur d'école d'appliquer une discipline et d'avoir une main de fer, comme certains directeurs d'école ont dans les écoles privées, entre autres. Puis moi, je pense au SSF. Je veux saluer Luc Savoie, qui est un gars extraordinaire, qui est un genre d'émule du père Boulay, mais même de son époque. Donc, discipline, tu sais, il y a une relation entre ce directeur-là au séminaire Saint-François. Il y a une relation de respect entre les étudiants et le directeur parce qu'ils le craignent un peu, puis en même temps, il va leur faire des petites jokes au 2e degré. Donc, comme on l'aime bien, mais en même temps, ils le craignent, tu comprends? Donc, ça, c'est un peu comme nous, on avait, un peu comme notre époque avant, il y avait comme cette relation-là où on pouvait avoir du plaisir avec un prof, mais à un moment donné, le prof arrivait par en arrière et ça crée un coup de poing dans le côté de l'épaule pour te remettre douette. Donc, il y avait comme un mélange de ça. Aujourd'hui, tout ça est impossible. Mais si, mettons, on redonnait le pouvoir aux directeurs d'école dans les écoles publiques, je ne suis pas certain que le directeur qui le fait pas un tour de coffre de char sur Facebook, ne se ramasse pas dans un post viral et après ça que les médias traditionnels comme LCN, TVA ramassent le post et commencent à faire un procès d'intention au directeur d'école, puis que finalement, après ça, les Québécois se retournent contre ce directeur d'école-là parce qu'il est vu maintenant comme un criminel et ce gars-là est carrément éliminé. Puis les Québécois veulent qu'on l'enlève, qu'il perde sa job. Et finalement, on apprend que le gars n'est plus directeur d'école, qu'il a perdu sa job, qu'il est obligé de prendre sa retraite à 54 ans, puis que c'est fini pour lui. Donc, mettez-vous dans le pot est-ce qu'on soutient les directeurs d'école? Est-ce qu'on soutient les profs à faire de la discipline? Moi, je pense qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les histoires maintenant sont amplifiées, sont grossies, et ces gens-là ont peur. Puis, écoute, à tort ou à raison, c'est pas tout le monde qui a... Il y en a qui le font, là. Il y en a qui le font, puis qui disent, fuck, il arrivera quelque chose sur Facebook, moi, vivre avec. Mais la majorité ont peur de ça. Et moi, je pense qu'on se comporterait... Si on est honnête, là, la majorité des Québécois, je pense que 80% des Québécois se revireraient contre le directeur d'école qui ferait
de la discipline si jamais ça devenait viral puis qu'un média s'occupe de lui pendant une semaine de temps. On sait comment ça marche maintenant. Le fond est plus ou moins important. La forme est très importante. Donc, eux autres, ils craignent vraiment de faire de la discipline. Puis, tu sais, pas de discipline, dire, il y aurait des conséquences. Tu vas écrire au tableau 50 fois, je ne ferai plus d'intimidation. Ça marche plus bien. Faut que... En fait, ce que le père a fait, c'est probablement ce qu'il faut faire. C'est faux. T'as un petit Chris, il faut que tu y bottes le derrière un peu, puis il faut que tu y fasses peur, puis il faut qu'il comprenne. Puis souvent, c'est la seule manière que quelqu'un de ce genre, d'un petit kid, un petit gars qui est comme ça, c'est la seule manière qu'il puisse comprendre. Anyway, dossier qui est pas mal débattu au Québec depuis quelques temps, mais quand même, fun de voir que les Québécois ont pris le côté du père, parce que ça aurait pu aller d'un bord et de l'autre, là, avec ce que le père a dit, ça aurait pu aller de l'autre côté, donc... On sent comment il avait mal de voir que ses enfants étaient intimidés, puis qu'il y en avait plein son casque, mais on sent aussi que probablement il a demandé à des gens, il a demandé des ressources, il a demandé que des gens agissent, et probablement que personne ne le fait, donc il a dû le faire par lui-même. Est-ce que ça a sorti 100% comme ça aurait dû sortir? Non, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais il n'y a personne... je pense qu'on se sent tous un peu concernés. Si nos enfants avaient été intimidés de cette manière-là, je pense qu'on aurait peut-être agi de la même manière. Mais là, l'audio du jour, le hit du jour, Jerry et Mr. White, moi, je pense que le hit du jour d'hier est de loin, parce qu'il est arrivé bien des affaires hier. Là. C'est sûr que une des pires choses qui est arrivée hier, c'est la parade des Kansas City Chiefs, qui, dans une journée exceptionnellement douce pour ce temps de l'année, les gens étaient dehors, il faisait beau soleil, les gens étaient festifs. L'équipe et les gars étaient de bonne humeur, on prend de la boisson, on s'amuse, on salue les gens. C'était un genre de 3 victoires depuis quelques années, donc il y a beaucoup d'effervescence. Et là, à un moment donné, arrive une histoire triste où un jeune homme a décidé de prendre un gun et de tirer sur du monde, entre autres des jeunes. Il y a un décès, il y a quelques blessés graves qui luttent pour leur vie en ce moment. Une histoire atroce. Dans une ville comme dans beaucoup de grandes villes démocrates, je dois le dire, dans beaucoup de villes démocrates où le laisser-aller total, on parlait du manque de discipline dans les écoles avec l'histoire, mais c'est le même à la grandeur. Dans les démocrates, les journalistes demandent ça en passant, là, les médias demandent ça, la gauche est 100% pour ça, donc des endroits de plus en plus louches, avec des règles de plus en plus bizarres où on permet le crime. Mais, quand tu es rendu que dans les villes démocrates, on permet aux gens de voler 200 $ et moins dans les magasins sans qu'il y ait de conséquences. Je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est plus. 900. Je pense que c'est 900 pièces. Oh, oui. Moi, j'avais OK, on est rendu à 900 pièces à certaines places. Ils sont rendus à 900 pièces à des places. Donc, les villes démocrates, les villes de gauche, ont beaucoup... les villes les plus criminelles aux États-Unis, ce sont des villes qui sont opérées depuis toujours par des démocrates. Des règles de cave, pas de conséquences. Les policiers désarmés, c'est une idée de gauche. Là. C'est une idée de gauche. Defund the police, c'est une idée de gauche. Là. Ben oui. Ah oui, mais c'est les guns. Non, c'est pas les guns. C'est pas les guns. Il y a des pays où ils ont des fléaux avec... en Europe, il y a des pays que le fléau, c'est pas les guns, c'est des couteaux. OK? Mm-hmm. Le problème n'est pas les couteaux. Le problème, c'est le crime. Le problème, c'est le crime. C'est pas qu'est-ce qui se sert. L'histoire des guns, c'est pas, encore une fois, essayer de ne pas faire une réflexion du pourquoi il y a du crime. Pourquoi ce jeune homme-là, c'est un jeune de couleur qui est là, pourquoi il est allé jusque-là? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale? S'il y a des problèmes de santé mentale, est-ce qu'on aurait pu intercepter ces problèmes-là? Est-ce qu'on aurait pu s'occuper de lui? Il y a plein d'affaires. On peut mélanger un paquet de choses. Moi, je sais que dans notre société, il y a beaucoup de problèmes de maladies mentales. Mais on essaye de se faire croire qu'il y a des gens qui ont des gros problèmes. Parce que peut-être pas ce cas-là. Là. Est-ce que c'était un migrant? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un criminel que les policiers connaissent parce que c'est un jeune qui est dans le trouble depuis toujours? Je ne le sais pas. Je n'ai pas de détails sur lui encore. Mais je sais que dans les dernières tueries aux États-Unis, dans la dernière année et demie, la majorité des tueries ont été faites par des gens qui ont des problèmes mentaux. Puis encore, il y en avait eu une, je pense, c'est la semaine passée, ou en fin de semaine. Et cette personne-là était une personne trans. OK? Donc, cette personne-là était... Beaucoup de trans qui font des affaires de même.
la gauche, on vous dit, ben, c'est normal qu'ils fassent ça parce qu'ils sont intimidés, ils se font mettre de côté, on ne les laisse pas vivre comme ils voudraient vivre, notre société est très dangereuse pour les trans, etc. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils pètent un gasket, ils font ce genre de patente-là. À l'inverse, est-ce que ça se peut que dans les dernières tueries qu'on a vues, bien, j'exclus celle-là parce que je ne le sais pas, là, mais dans les dernières qu'on a vues, les 6-7 dernières qu'on a vues, c'est habituellement des gens qui étaient soit déjà transformés ou en période de se transformer. Bien, on peut arriver à la conclusion que c'est des gens peut-être qui ont un problème mental. Ils ont une maladie, ils ont un traitement. Non pas, il ne faut pas les traiter pour les changer de sexe, il faut les traiter parce que ça ne va pas ici en haut. Là, il y a un problème. Mais on veut pas parler de ça. On veut faire semblant que non, c'est normal. Non, c'est des gens qui ont des problèmes. Donc, on a des problèmes mentaux, on a des problèmes de crime. Oui, il y a un côté où les armes sont là, mais entre vous et moi, je veux dire, l'arme, elle part pas tout seul. Là. Ça prend un humain. C'est comme la même chose que si quelqu'un décide de foncer sur quelqu'un d'autre pour des raisons X avec sa voiture, ou encore prend un couteau, ou décide d'utiliser le feu, peu importe ce qu'ils vont prendre. Je veux dire, le problème, c'est pas le feu, c'est pas le couteau, c'est pas la voiture, c'est pas la bombe, c'est pas le gun. Le problème, c'est la personne. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là fait ça? C'est ça qu'il faut savoir. Et c'est ça qu'il faut régler. Est-ce qu'il y a beaucoup de tueries de masse? C'est quoi? C'est en Suisse où tout le monde a des guns? Oui, c'est en Suisse. Y a-tu beaucoup de Pas mass shooting en Suisse? Pas à ma connaissance. OK. Et pourtant, tout le monde a des guns. Tout le monde a des guns. C'est le pays le plus armé par capita. Bon, voilà. Allons voir le taux de criminalité, puis allons voir pourquoi il est sans doute bas, puis essayons de fouiller pourquoi il est bas. Moi, d'après moi, il est bas parce que on s'en occupe pour vrai, là. On n'est pas en train d'avoir des polices de carton puis un système de justice mollasson où il y a plus les gens. Tu sais, des fois, tu vois ça. Tu regardes ça à New York, tu dis, voyons, le gars à New York, il a battu quelqu'un dans le métro. Et là, tu regardes son dossier, tu dis, Christophe, il a été 11 fois devant un juge pour des crimes graves. Ouais. 11 fois! Comment ça qu'il est encore là, lui? 11! Quand Giuliani a fait le ménage à New York, puis que cette ville-là, qui était assez violente, là, assez weird, est devenue une ville, on va dire, sur le droit chemin, en fin de compte, du point de vue sécurité, là, bien, ça s'est pas fait avec des... Ça s'est fait d'une manière avec la police, puis des règlements, puis des peines. Là. Oui. À un moment donné, les polices avaient des vrais guns, puis il avait le pouvoir de faire ce qu'il avait à faire. C'était des attroupements. C'était des attroupements sur le bout de la rue. Puis au début, ils sont 5-6 qui niaisent là. Puis après, tu te rends compte, après 6 mois, ils sont rendus quasiment une vingtaine. Puis à un moment donné, c'est eux qui gèrent la rue. Là. Oui. Ça marche pas, ça. Là. Kansas City, c'est une ville démocrate. C'est une ville qui est reconnue pour... Je parle pas des banlieues, là. On parle de la ville. La ville, c'est ça. La ville. Il y a une différence entre le centre-ville de Montréal puis Saint-Bruno. Là. Mais oui. On parle du cœur. Les villes qui vont voter pour Trudeau, les villes qui vont voter pour Biden, les villes, ces endroits de plus en plus douteux, où on ne reconnaît plus rien, où il y a, Kansas City, c'est une ville démocrate, c'est une ville, comme la majorité des villes en Amérique du Nord maintenant, un centre-ville gangréné par du monde complètement sauté, disjoncté, puis du monde qui sont en mission pour changer la patente, mais ça ne change pas pour le mieux. Et le pire, c'est que ça ne rend pas compte. Ça ne rend pas zéro compte. Chaque jour que le bon Dieu nous amène, ils vont nous arriver quelque chose de plus qui va faire qu'on va se ramasser avec plus de troubles, plus de crimes, plus de ci, plus de ça. Je ne sais pas pourquoi. That's the way it is. Mais l'audio des 24 dernières heures, c'est celui... regarde, je ne veux pas le nommer. On va dire, je vais juste vous dire, cet audio-là, on l'écoute, vous l'avez probablement entendu, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. J'adore. WTF. The Prime Minister's Arrive scam is now flailing out of control. Today, revelations from a Joël Denis Bellevance that one Arrive scan company received $250 million in contracts.
let's get this straight. It's a company with 4 employees, headquartered in the basement of a tiny cottage. They got IT contracts even though they admit they do no IT work. $250 million. WTF. Here, here. I'm going to ask, we are dangerously close to crossing the line in terms of what is considered parliamentary language. I'm going to ask the honourable opposition leader, please, to withdraw that comment and to use parliamentary language, please. Where's the funds? Ah non, regarde, c'est cœur, hein. C'est cœur, hein, c'est cœur. Hein. Il est extraordinaire. C'est meilleur que la pomme. Oh oui, c'est meilleur que la pomme. Ah, c'est meilleur que la pomme. Il est incroyable. J'adore. Oh! C'est bol. Regarde, il est ce qu'il est, là. Mais moi, je pense qu'il n'était pas de même il y a 5, 6 ans, 7 ans. Je ne sais pas par qui il a été piqué. Je pense qu'il y a certains leaders ailleurs dans le monde, probablement même un peu plus au sud, qui l'ont motivé à sortir du carcan du politicien un peu plus traditionnel. Mais Pierre Poilievre est en train de devenir un des politiciens en Amérique qui est le plus... je dirais que c'est un des plus efficaces. C'est ça. C'est un gars intelligent, là. On le voit que c'est un gars intelligent. Là. Oui, c'est sûr. On n'est pas habitué avec ça, les politiciens. Là. Non, on n'est pas... non. C'est mon affection envers les politiciens. D'après moi, bon, ça c'est moi qui le dis, là. La très grande majorité, c'est des purs abrutis, là. Oh oui. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, là, mais c'est des purs abrutis, là. S'ils ne sont pas en politique, là, puis ils n'ont pas d'amis, là, ils sont rien, là. Danielle Smith et Pierre Poilievre sont actuellement et de loin les meilleurs politiciens au Canada, et de loin. Puis je pense qu'il va falloir à un moment donné donner du crédit. Puis je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Même des gens conservateurs, même des gens de droite, et beaucoup de gens qui n'aiment pas Trump. OK? Puis moi, je ne suis pas parti. J'ai pas de calotte, j'ai pas de chandail, j'ai pas de drapeau. Mais je suis capable de voir, malgré le fait que je suis pas un fan, mais ce gars-là a changé la politique. Peu importe ce qui arrivera au mois de novembre, peu importe ce qui va rester de sa carrière quand il aura terminé, il aura changé. Il va avoir donné confiance à des gens qui ont... Tu sais, il a envoyé comme une... Tu sais, parce que Trump, c'est Trump. Là. Trump de The Apprentice... Et le Trump qu'on voit comme politicien, c'est exactement le même. Et il y a des gens qui se sont dit, il faut que je sois comme je suis chez moi. Il faut que je sois comme je suis avec mes amis. Avant, c'est pas ça qu'ils faisaient, les politiciens. Ils faisaient comme les animateurs de radio, mettons, de télévision à Télé-Québec ou à Radio-Canada. Tu sais, ils parlent, ça sac à tour de bras, ça parle de... Puis là, ça arrive après ça devant le micro. Ben oui, Denis Coderre, vous, oui, Denis Coderre, avez-vous des plans pour la politique, Denis Coderre? Tu sais, ça parle de... Non, pourquoi tu parles de même? Tu parles pas de même dans la vie. What the fuck? Oh, ben oui, excusez. Ah. OK, t'as dit... WTF. Oui. WTF. Donc, là, maintenant, c'est un peu ce que Trump a fait. Et c'est un peu ce que DeSantis est devenu. C'est un peu ce que Vivek est depuis qu'il est en politique, même s'il n'est plus dans la course pour être le représentant républicain. C'est un peu ce qu'il a fait. Il était carrément lui-même. Donc, ça, c'est Trump qui a amené ça. C'est Trump qui a amené de pas de filtre, d'être naturel, de ne pas rien retenir. Puis ça, on doit le féliciter de tout ça. Que vous l'aimiez ou vous ne l'aimez pas, là, ça va servir à tout le monde. Qu'on n'ait pas une parure devant nous autres. Qu'on n'ait pas un genre de personnage politique qui est comme arrangé par du monde alentour de lui. Non, on a... Et c'est ce qui est devenu Poilievre. C'est ce que Danielle Smith est. Je vous dirais dans une certaine mesure, je pense pas qu'Éric Duhem... Éric Duhem, de comment moi je le connais et comment je le vois la majorité du temps, peut-être pas dans les
Peut-être pas dans les débats politiques où il y a encore à trouver sa personnalité ou mais en général, Éric est comme il est dans la vie. Sauf que, je regardais les sondages de Léger Marketing, entre autres pour la région de Québec. C'est anormal que le PQ gagne facilement dans la région de Québec. Vous allez me dire, il n'y a plus de médias vraiment maintenant avec les conservateurs. Radio X n'est plus la même radio qu'avant. Il reste juste Dominique Moret. Il n'y en a plus ben, etc. Ça, je vous comprends, c'est vrai. Mais c'est pas normal que le PQ soit premier, loin en avance, que la CAQ soit deuxième et que troisième avec 20 % c'est le Parti conservateur du Québec. Dans la région de Québec, le Parti conservateur du Québec devrait être en avant. Je ne vous dis pas par 10 % mais il devrait être en avant. Pourquoi il ne l'est pas? Parce qu'il faut qu'Éric apprenne du livre de Poilièvre et de Daniel Smith. Je sais, Éric, c'est un bon yob, c'est un gars fin, c'est un gars doux, c'est un gars sensible, c'est un gars... Mais là, maintenant, moi, je pense que Poilièvre, là, il y a 5-6 ans, ressemblait beaucoup à Éric Duhem. Ouais. Mais maintenant, il a trouvé une sauce où il touche tout le monde. Et c'est ça qui manque un peu à Éric. Il n'est pas bien loin de ça. Il n'est pas bien loin. À un moment donné, je ne sais pas, il va se détacher. Il va enlever sa chaîne, puis il va se détacher, puis il va prendre... Puis là, il est justement en Alberta, il est allé faire un tour. Ouais. Donc, il est allé faire un tour dans l'Ouest canadien. J'espère qu'on va apprendre de ça parce que c'est ça qui est devenu la politique. On veut avoir des gens qui sont transparents, qu'on se reconnaît eux autres. Tu sais, on ne sait même pas vraiment c'est quoi qu'il veut faire en politique. On n'a pas d'idée tellement de ce qu'il va faire. Juste de la manière qu'il parle, ça nous ressemble un peu, puis juste ça fait que en ce moment, il est en train de piler d'en face des libéraux et du NPD et qu'il va gagner facilement la prochaine élection. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour le début de Radio Pirate Prime et de Radio Pirate Live en ce jeudi. Dans quelques minutes, comme on le disait, on lance le week-end. On a Gilles Parent. Et on a d'autres choses d'ici la fin, autant sur le live que sur le Prime. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Gilles Parent avec son genre de bilan de la semaine. Bon matin. On peut y aller tout de suite avec l'histoire d'intimidation parce que je pense que ça nous a tous interpellés, tout le monde. Là, c'est clair. Complètement. Écoute, c'est drôle parce que... c'est drôle. C'est pas drôle du tout. C'est inquiétant. Mais j'ai été... la première réaction des autorités, ça n'a pas été la même que moi comme parent de 3 enfants. Ma première réaction... Parce qu'on suit, tu sais, on peut pas prendre juste l'événement. C'est sûr que là, le père se met à crier après la gang. T'arrêtes pas d'écœurer mon fils, puis il crie. Puis là, il bouscule. Il fesse pas, il bouscule dans le banc de neige, tout ça, mais c'est sûr qu'on a tout compris que la société dans laquelle on est, si on veut pas que ça capote, Jeff, faut pas se faire justice soi-même. Ça, c'est sûr. Mais, comme je suis beaucoup le dossier de l'inaction des directions d'école depuis des années, là, c'est pas nouveau. Il faut le voir, là. Les problèmes de discipline, d'indiscipline, de harcèlement, de bullying, tout ça ensemble, ça fait des années qu'on en parle. Fait que, tu sais, moi, je le mettais... Ma première réaction, c'est que je me disais, encore? Puis je me disais, que font les écoles? Et quand j'ai vu dans le reportage, quand j'ai été mis au courant des derniers événements cette semaine, Jeff, j'ai encore vu des communiqués d'école, qu'on s'occupe des enfants, ils sont en sécurité. Ça, c'est comme la mairesse Plante qui dit « La ville de Montréal n'a jamais été si bien, mais il y a 2 meurtres par semaine. » À un moment donné, calmez-vous, là, il y a quoi de nouveau? On n'est pas fous. On voit toutes bien des phrases creuses, des affaires générales, on s'occupe de tout, il y a des comités. Ne vous en faites pas, on a ça à l'œil, puis on surveille les enfants. Bon. La réalité, c'est que moi, je ne crois pas ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, faut... ma première réaction comme être humain, père d'enfant, puis j'étais à écouter les nouvelles avec ma blonde, et c'est drôle parce que, tu sais, on se dit souvent, c'est plus testostérone, c'est plus gars qui pogne les nerfs, puis tout. Mais Véro avait exactement la même réaction que moi. Elle dit, moi, si c'était mon enfant, je sais pas comment je réagirais. Si ça faisait 3, 4, 5 fois que je me plaignait, que j'allais voir le directeur d'école, Jeff, que je lui disais, mon enfant se fait écœurer. On est carrément à la même place. Et ça n'a aucun sens. Fait que notre réaction naturelle, je prends naturelle d'être humain, c'est
je suis pas sûr que je me serais contrôlé beaucoup. Je dis pas que je serais arrivé là et j'aurais pris un enfant de 15 ans, j'aurais donné de claque à la gueule. Non. Mais probablement, écoute, je dis ça, je suis pas plus brillant qu'un autre. Je l'ai déjà fait dans un autre cas qui c'était pas du bullying à l'école, c'était plus lié au hockey, mais j'ai déjà, avec mon fils, pris une marche, me rendre chez la personne, chez le parent dont l'enfant cause problème, parce qu'il écoeure, cogner à la porte, puis dire, écoutez, puis c'est plate de faire ça, là. Es-tu d'accord qu'on a 2 choses à faire que de s'en aller, écœurer un voisin qui écoeure, dont le fils est... Bon, je l'ai fait une fois. C'est plate, mais en même temps, je pense que c'est la meilleure façon. Tu sais, là, on revient à... faut se parler, faut l'expliquer, sinon... Puis entre parents, entre personnes qui sont responsables, ça a un impact. Et là, je fais une différence, pas Véro, Jeff, je fais une différence majeure entre l'institution qui est un peu un représentant municipal ou collégial ou sociétal du gouvernement. C'est jamais une personne, c'est un comité. Mais quand tu arrives chez la personne, ça ouvre la porte, il n'y a pas de comité. Il n'y a pas de comité. Tu comprends? C'est toute la différence. Ben, c'est un peu ce qui est arrivé avec le père. T'sais, le père, enlevons la phrase là, où il dit au kid, m'a t'enterré vivant. Puis on comprend qu'il a disjoncté. Ça dépasse sa pensée. Il fera mais pas. c'est de l'accumulation. On sait qu'il ne le fera pas. C'est ça. C'est pas intelligent de dire ça. Lui-même le reconnaîtrait. Il dirait, je suis allé trop loin. Ben oui, ça arrive. Là. T'es en bâtisse puis tout. Mais quand tu fais face... Puis moi, je pense que c'est ça que je ferais. Dans son cas, lui, il y avait deux choix. Quand tu sais c'est qui... parce que dans le fond, les enfants, si on a bien compris, ils ne savaient pas que le père viendrait à l'école. Là. Comme lui, il avait son voyage, puis il a décidé que là, il allait s'informer. Puis finalement, il s'est fait un peu écœurer. Puis là, il a pogné un air. Bon, peu importe, je ne veux pas savoir victime, pas victime. La réalité, c'est, premier point, moi, ce qui m'interpelle comme citoyen du Québec, cet événement-là, c'est une chose. Ça va se régler. Lui, il va pas être accusé. Bon, il n'a pas le droit de faire ça. C'est clair qu'au terme de la justice, il va avoir des accusations. Il ne fera pas de prison pour ça, faites-vous-en pas. Mais, tu sais, bon, il va avoir payé pour ça. Puis ça, c'est un premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on a réglé, Jeff, là-dedans? Zéro. Ben moi, je pense que le kid qui est un petit Chris, parce qu'on l'a vu des commentaires de d'autres parents qui ont dit c'est un problème à cette école-là, c'est avec lui et ses 2 amis ou je sais pas trop quoi, ils font de l'intimidation au bout dans l'autobus, les enfants sont plus capables de prendre l'autobus, à l'école c'est l'enfer, tout le monde est au courant. Oui, on n'approuve pas ce que le père a dit, la phrase qu'on a dit tantôt, mais on comprend très bien parce que nous, on était sur le bord d'être rendus là. Le kid, je peux t'annoncer une affaire. Lui, là, il intimidera plus jamais. Ah, là, lui, moi, je pense que lui, il a compris en sacrament. Moi, je parle pour la société. Tu as raison. Dans ce cas-là est réglé. Là. Ça, je voulais juste répondre sur lui, puis après, je comprends que toi, tu voulais aller à la société. Non, mais tu as raison là-dessus, c'est clair. Là, je vais faire une aparté, mais je vais faire un lien. Probablement que Jerry et toi, Jeff, vous avez vécu ça de cette façon-là. La question qu'on pourrait se poser, moi, j'ai 63 ans. Est-ce que quand j'étais au secondaire ou au primaire, il y avait ce genre de situation-là? En fait, on ne se rendait pas là. Moi, ce que j'ai vécu, puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir là, mais je vous dis comment mon souvenir, puis tu me diras si c'était pareil dans votre coin, mon souvenir se passait. Quand il y avait quelqu'un, un plus jeune, ou peu importe, quelqu'un qui brassait de la chenoute, souvent, il y a quelqu'un plus grand, plus fort, le grand frère qui disait « Toi, tu vas fermer ta gueule en esti, tu comprends-tu, là? » Moi, je l'ai entendu 1000 fois, dans l'autobus, à l'école. « Hey, t'écœures tout le monde, ferme ta gueule, OK? Fais tes affaires, parce que tu vas avoir affaire à moi. » Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est de l'intimidation? Est-ce que la personne allait aux toilettes pleurer sa vie? Non. Mais ça se réglait par soi-même. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que dans notre temps, comme je vous dis, je ne fais pas de référence à ce qu'on devrait faire aujourd'hui, l'évolution de la société, mais on a une carapace qui est pas mal plus mince aujourd'hui, puis on a plein de monde qui se mène de plein d'affaires. Dans le temps, ça se réglait vite. Il y avait quelqu'un qui... on a été élevé dans plus tough. C'est ça, je veux dire. Mais souvent... Aujourd'hui, les gens sont plus proches de leurs émotions. Tu sais, nos parents, ils nous disaient pas « je t'aime ». Ils ne disaient pas à leurs enfants « je t'aime ». Nous autres, on dit à nos enfants « je t'aime ». Oui. Donc, nos enfants étaient élevés différemment. Complètement. Mais beaucoup plus, tu sais, la blague que je fais tout le temps, mais qui n'est pas loin de la réalité aujourd'hui, tu as un jeune enfant de 3 ans, 4 ans qui va jouer au parc. Son père, sa mère, grand-papa, grand-maman sont 4-5 adultes pour un enfant. Surveillés au cas qu'il se passe de quoi. Nous autres, on a tous vécu avec nos amis. Seul. Bon. Mais c'était autre chose. Fait que moi, ce que je veux ramener, c'est qu'il y avait quelqu'un plus fort, plus grand, plus intimidant peut-être, qui disait « Hey, toi, là, prends ton trou, sac-nous patience, c'est fini. C'est réglé, c'est fini. » Moi, j'ai pas vu des gens... J'ai vu
Au primaire, j'ai jamais vu ça, là, des claques à gueule. Puis, se bousculer parce qu'on joue au ballon prisonnier, puis c'est toujours moi qui me lance un ballon d'en face. Ben, les profs intervenaient, puis c'était correct. On jouait dehors, puis ça. Au secondaire, par contre, il faut que je sois honnête, j'ai vu des claques à gueule, des batailles. Ça, le secondaire, c'est 12, 13, on 14, était élevé un 15 peu ans. des bagarres. Là. Il y en avait. Des bagarres, il y en avait en masse. Oui. Et puis, on a été élevé aussi avec des directeurs d'école. Tu sais, moi, mon père était prof. Moi, j'étais au séminaire 2 ans. Il était dans le milieu, ton père. Là, Puis mon père était prof de maths à Charles-Gravel, qui était la plus grosse polyvalente au Québec. Près de 5000 étudiants, plus le personnel. Il y avait comme tout je disais tantôt. hein? C'était une ville, là. Tu sais, nos polyvalentes du temps, c'était des villes. Puis toute la société, puis c'était tough, là. Il y avait des affaires tough. Mais les directeurs d'école, les concierges, les directeurs de niveau, le directeur adjoint, c'est des gens qui avaient, par nos parents, une liberté, puis il n'y avait pas de réseaux sociaux, oui. puis il y des avait décisions, une Jeff. liberté de faire une discipline très, très sévère. Là, tu viens... Mais si tu me permets, je prends en passe sa palette. Parce que le Canadien a de la misère à faire des fois, mais je prends en passe sa palette. Il faisait ça, mais la différence fondamentale, Jeff, quand un directeur... Je sais, j'ai été mis en retenue, moi, au secondaire, je peux t'annoncer, j'ai déjà été mis dehors de la classe 4 fois dans la même journée. Alors, c'est pas un record mondial, je suis pas dans le Guinness pour ça, mais je peux te dire une chose, ça saisissait. Donc, mais, voyez-vous, là, on touche quelque chose qui est vraiment temporel, qui marche avec la société d'aujourd'hui. Quand le directeur, ou quand je me faisais mettre dehors, ou quand j'avais une retenue, mes parents étaient avisés. Et quand j'arrivais à la maison, je passais un mauvais quart d'heure. Parce que les parents ne doutaient pas de l'école. Ils ne doutaient pas du directeur. Aujourd'hui, c'est Ils l'inverse. doutaient pas. C'est complètement le contraire. C'est toute la différence. Les petits nounous, on a juste un, on a Mon juste deux. enfant est parfait. Toi, Oui. comme directeur, comme Ça se prof, peut pas. t'es un imbécile, mon Chris. C'est pas tout le C'est ça, monde. là. Mais essentiellement, il est là. La grande différence entre les années 60, 70, 80 est là. Le soutien des parents ou le non-soutien des parents. Ça, c'est fondamental. C'est plate parce qu'on revient tout le temps à ses parents, mais c'est parce que quand on nous dit la discipline, la façon de vivre, la logique d'une société, l'incivilité ou la civilité, ça commence à la maison, tabarouette, c'est plate, mais c'est ça. Quand on vous disait les parents étaient présents pour nous aider à faire des devoirs, le soutien, fait que finalement, aujourd'hui, on s'en décharge, mais on va, sans trop savoir ce qui s'est passé, essentiellement toujours, prendre le parti de notre enfant, puis c'est pas une bonne leçon de vie pour les jeunes aujourd'hui. Ça, c'est mon premier point. À mon avis, Là-dessus, on ne s'est pas amélioré. Ce qui m'inquiète, puis en même temps, je ne veux pas faire le prophète de malheur ce matin, pas du tout. Ce qui me tanne, c'est que, Jeff, tu sais comment on est dans une société comme la nôtre, on laisse monter la charge jusqu'à temps qu'il arrive un événement de débordement, puis là, on réagit. Ma crainte, c'est qu'éventuellement, les jeunes bombent, parce qu'il y en a toujours eu des bombes. Je vous l'ai dit, dans le temps de navet, souvent, ils se faisaient mettre le nez dans le caca rapidement. Mais les jeunes bombent aujourd'hui avec un couteau. Avec un fusil. Ça existe juste aux États-Unis. Attention. Je dis pas... de la vicine. Tu me fais passer à moi quand je fais mes podcasts, il a baissé son slide pot comme moi je fais. Ben non, mais c'est parce que c'est Tiger. Tiger, il voit des affaires que... Dans sa tête, il se passe beaucoup de choses. Là. Donc, je le laisse aller. Pas grave. Il est dans la porte patio quelque part. Là. Je sais pas ce qu'il fait. Là. Regarde. Mais va moi, crier. c'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, je m'en souviens plus. Qu'est-ce que je disais exactement? Tiger m'a fait perdre mon fil. En tout cas. Ce que je veux dire, Tu disais que les jeunes aujourd'hui, ils ont des guns. Puis il peut y avoir des guns. C'est ça. C'est ça. Ma crainte est là. Non, la crainte, la vraie crainte, c'est que L'intimider, tu penses l'intimider peut non, mal réagir? Le moyen, c'est parce que le moyen, Jerry, le moyen aujourd'hui, pour l'instant, c'est le mettre le genou à terre, rigoler de l'autre, puis l'insulter, puis le rendre, lui faire honte. Tu sais, ah ouais, mets-toi à terre, liche le plancher. Ils vont rire, puis tout le monde rit autour. Des claques à gueule, il y a de ça aussi. Dehors, avec mes filmés. Tu sais, il y a un élément spectacle là-dedans. Mais quand il y en a un qui va se tanner vraiment, qui va arriver avec un couteau, il y en a un qui va te faire stabber, puis c'est déjà arrivé, tu vas me dire, mais j'ai peur. J'ai peur à ça. J'ai peur que là, on va dire, hey, là, ça n'a plus de bon sens. Là, Drainville va dire, là, ça me prend des réponses. Mais, tu sais, il n'y a pas 1000 solutions. La preuve, c'est que quand on se rend compte que l'ensemble des parents... Non, mais ils ont juste à dire, on va donner le pouvoir on donne le pouvoir aux professeurs, puis on donne le pouvoir aux directions d'école d'appliquer la discipline. Mais est-ce que les parents vont accepter ça? C'est ça. Il y a des comités de parents partout. C'est ça. C'est le même. Si tu n'acceptes pas, ben là, il faut se parler, mais c'est le même.
suis bien d'accord que ça serait une solution de laisser le pouvoir là où il devrait être, puis de laisser. Puis que et pas juste ça. Tu sais qu'est-ce qu'on améliorerait de façon exceptionnelle? L'enseignement, l'instruction. Parce que demande à n'importe qui. Ma soeur était dans le milieu, ton père était là-dedans. Demande à ceux, ton fils, Jerry. Mon fils, c'est pas. Dans l'enseignement primaire, mais surtout secondaire. Ah non, les deux. Je mettrais les deux, c'est pire. Là. Il y a beaucoup trop de discipline par rapport à l'instruction. Et souvent, c'est 10, 15, 20 minutes où on est obligé d'expliquer, faire possible. Comprends-tu? Le temps qu'on a en classe pour apprendre de la géographie, apprendre des règles de français, apprendre des règles de mathématiques. Ouais, mais c'est une discipline qui est faite en... Tu sais, ça finit plus, là. Je sais bien que notre époque n'était pas parfaite, là, mais nous autres, on avait des profs, des fois, qui nous sacraient une bine derrière de la tête, pour vrai, là. Ah, ça dure pas 15 minutes. Me dire de quoi? Par l'oreille, là, le pincé à l'oreille, ça m'est arrivé, moi aussi. Ben oui, quand tu te fais pogner l'épaule, là, tu te fais squeezer, là. Moi, te serrer les ouïes, mon sacrement. Tu sais, des fois, je comprends, là, on se fait tirer. Moi, je me suis tiré dans des murs de briques, là. Je veux pas qu'on retourne là, mais à un moment donné, d'essayer de négocier en classe, puis ça finit plus une discipline, ben là, on vous demanderait, parce que vous savez... Ben non, sacrément, là. À un moment donné, mets ton poing sur la table. Je pense pas que tu aurais besoin tant que ça d'utiliser la violence, ou appelons-la comme on veut, mettons, squeezer les oreilles, pousser quelqu'un, le prendre par le bras. Si on respectait les décisions de la direction et des professeurs, ça ferait toute la différence. Moi, quand je te dis, je me suis fait mettre dehors 4 fois dans la même journée, je peux t'annoncer que ce qui était très drôle, c'est que, sais-tu quoi, dans mon cas, parce que j'ai une tête de cochon, puis je suis un cas spécial, j'imagine, là, mais pas toujours dans le bon sens, mais moi, ça m'a motivé, je t'explique. On m'a dit, par exemple, en anglais, puis là, il y avait quand même des mots, tu sais, je me rappelle, je trouve ça drôle aujourd'hui, puis ben, le pire, c'est que je suis parti à rire quand tu me dis ça. Il y a un prof qui était tellement excédé. Le cours commence, ça fait 3 fois que je me fais dehors. Je pense pas qu'il sait, lui. S'il sait, c'est encore plus drôle, mais... Ça commence, puis là, je parle, puis je fais rire quelqu'un. Puis là il a décidé qu'il y en avait assez de moi, là. Puis le cours n'est pas commencé, Jeff. Parents, grosse plug de tabarnak! Ben oui. Là, j'ai compris que je ne ferais pas le cours, là, tu comprends? Ben oui. Fait qu'il dit, regarde, toi, là, une semaine de temps, tu fais pas les cours de maths. Puis quand tu reviens, il y a un examen. Et là, moi, je reviens chez nous. Je sais que mes parents vont me brasser. Pas brasser, me tirer dans le mur. Brasser, ils vont dire t'as pas honte de toi. Puis effectivement, j'avais honte. Puis ça n'a pas de bon sens, c'est pas de même. Puis les principes de vie, Christy, dans le salon. Là, quand tu ouvrais le salon avant le dimanche, ça veut dire que ça allait mal. Là. Mais moi, ma motivation, Jeff, ça a été bâtin, check-moi bien, je vais revenir à mon examen de maths, puis je vais être le meilleur. Ça m'a motivé. Et c'est ça que ça a fait. Quand je suis arrivé, j'ai eu la meilleure note. J'ai manqué tous les cours de la semaine. Je me suis comme dit, tu veux m'écœurer? C'est vrai que j'ai dépassé les bornes, mais je vais au moins te montrer que je n'ai dedans. Oui. Bon, mais tu sais, aujourd'hui, grosse plotte. Moi, mon prof de secondaire 5 de maths m'appelait la grosse clame, crise de grosse clame. C'est quand tu y penses. Mais non, c'est pas aujourd'hui, illégal, il ne peut pas dire ça. Là. Il ne peut pas utiliser ça. Mais je vais te donner un exemple. Cette année, on parle beaucoup du téléphone. Est-ce qu'on doit laisser le téléphone dans les écoles? Je pense que c'est enlevé. Moi, je l'aurais laissé. M'a dire pourquoi. Parce que, d'abord, c'est inévitable. Dans la société dans laquelle on est, le téléphone, ça fait partie maintenant de l'apprentissage, puis ça fait partie de... À cause du téléphone ou des tablettes, les jeunes aujourd'hui sont immensément connaissants sur un paquet d'affaires qu'ils n'auraient jamais pu connaître par un programme scolaire. Mais moi, je le laisserais là. Par contre, la loi, c'est si tu rentres dans la classe avec ton téléphone, je parle des jeunes secondaires habituellement, ben, nous, la direction de l'école, si tu fais le cave, il y a un casier là-bas avec des clés, on le barre pendant 24 heures, puis on te leur donne le lendemain. Va te dire de quoi, t'as pas besoin de les traiter de nom, t'as pas besoin de lui serrer l'oreille, t'as pas besoin... Va te dire de quoi, quand ils auront perdu le téléphone 24 heures, ils vont marcher douette en je vais le faire. Parce que ça, c'est une partie d'eux, le téléphone. Ils sont pas capables de vivre sans ça, là. Donc, tu t'en sers pour faire... Tu t'en sers comme nanane de négo. Oui, mais Jeff, je vais te faire sourire parce que j'ai des amis. J'ai été présent dans une rencontre, des amis que tu vois, un souper, peu importe. Bon. Puis les enfants sont là, puis la chicane pogne à cause d'un téléphone. Fait que les parents disent, gars, c'est assez le téléphone, prennent le téléphone, bien, pour asseoir, tu ne l'auras pas. La chicane pogne, puis tu bats les masses en l'air. Ah, tu peux pas me faire ça. Mes amis, j'attends des messages. OK, parfait. Et là, à un moment donné, la soirée avance. Puis ça chiale pas. On a le message à passer. Moi, je descends en bas, par hasard. Parce qu'il y a une couple d'étages, les jeunes sont là. Là, je vois la personne en question. Tout va bien. Il y a l'iPad. Oui.
Ben oui. Parce que, tu comprends? Ils sont pas fous à temps plein, nos jeunes. Non, Depuis ton je sais. cell, prends l'iPad. Si depuis l'iPad, prends l'ordi de ton frère. OK, moi, je suis pas un maniaque d'électronique, mais moi, j'ai mon téléphone, j'ai un iPad, puis j'ai un ordinateur de table, puis j'ai un ordinateur portatif. J'en ai 4. Parce que je vis de ça, toi aussi. J'imagine, Jeff, tu as une couple de bébelles, tes filles. Fait que, tu sais, je dis pas que ton idée est bonne. Pour l'école, là, normalement, tu n'as pas 15 appareils, je suis d'accord. Mais dans la vraie vie, les enfants. C'est juste que leur téléphone, c'est comme le moyen quand ils sont partout. Oui, c'est le lien. L'autre, il est à la maison, là, dans ce temps-là, ils sont comme dépourvus. Là. Ça fait partie. Ben, nous autres aussi, mais les jeunes encore plus. Servons-nous de ça pour justement faire une négo avec eux autres. Il y a de quoi où tu peux les toucher. Il y a des affaires des fois qui la société change. Il y a des affaires des fois qui étaient bons il y a 20 ans qu'on ne peut pas reproduire aujourd'hui parce que ça ne dit rien. Même si les menaçaient à l'affaire, ça ne le dérange pas. Donc, mais c'est quoi aujourd'hui c'est quoi ils comptent le plus? Tu leur enlèves. Ben, moi, mes enfants ont été élevés ont été élevés chez nous, là, mais je veux dire, ils ont été éduqués au SSF, OK? Ouais. Et au SSF, c'était ça la règle. C'était, t'amènes ton téléphone, tu peux l'avoir avec toi, mais si jamais tu l'utilises, tu utilises ton téléphone quand on ne te demande pas, parce que des fois, il y a des travaux qui disaient, tu peux prendre ton téléphone pour faire de la recherche, mais s'il n'y a pas ça, et que tu regardes ton téléphone ou ton Facebook, on le saisit pendant 24 heures. On va te dire de quoi. Ça faisait l'effet? Ça ne regardait pas leur téléphone dans le cloud, je peux te le dire. Tu sais, des fois, il faut se donner un pouvoir de négo, là. Tu sais, on parlait de l'intimidation à l'école, les parents, tout ça, bon, qu'on est excédé. En même temps que je dis ça, moi, je fais partie de ceux qui trouvent que, tu l'as mentionné un peu dans ce que tu viens de dire, que des jeunes sont assez allumés pour leur âge. Il y en a plusieurs qui en savent plus qu'on en savait dans le temps, puis qui sont très, très... sont passionnés par certaines affaires, d'autres moins. Mais, tu sais, dans le fond, tu as une société qui est très, très, très... C'est l'image beaucoup, la perception des autres. Ça, c'est peut-être l'affaire la plus forte de notre société. C'est ce que le téléphone fait, c'est ce que TikTok fait, c'est ce qu'à peu près tous les sites des jeunes font. On se compare, on se regarde, on met des mimes, on change dans tous les filtres, Jeff, on est capable de changer, de se faire maigrir. Fait que l'image reste quelque chose qui est majeur. Par contre, la motivation derrière... Je fais un aparté. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on est peut-être trop superficiel, trop là-dessus. Par contre, t'as souvent... t'en reviens quand même... Bon, en tout cas, si je regarde autour de moi les amis de mes fils, puis l'ambition, la passion, des objectifs de vie, les jeunes ont encore tout ça. Ça m'encourage. Parce qu'on se dit, ils ne peuvent pas être juste superficiels, puis juste vouloir être quelqu'un qui ne sont pas ou ressembler à quelqu'un qui ne sont pas. Ça, c'est une chose. C'est peut-être... Les pauses sur Snap ou sur Instagram, à un moment donné, ça fade, là. Ben oui. Quand ils maturent, ça fade. Là, tout le côté fake un peu. Puis ils comprennent, ils finissent par comprendre. Moi, je me rappelle de ça. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, nos vacances sont plates. » Je comprends pourquoi c'est pas ça, nos vacances sont plates. Elles sont extraordinaires, nos vacances. Ouais, mais là, c'est parce qu'elle voyait de ses amis des vacances sur soit Snap ou TikTok. Ça avait l'air plus fun? Ah, ça avait l'air vraiment hot, là. Puis là, je dis, ben oui, c'est... Puis effectivement, ça avait l'air hot. Et là, une semaine après, la personne arrive de ses vacances, puis vient chez nous, puis hey, puis les vacances, c'est de vacances de marde. Il a fait mauvais, c'était le bordel, l'hôtel, c'était de la marde, etc. J'ai dit, vous comprenez, là? Que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est le moment le plus beau de... C'est même pas réel. Ça a l'air parfait. Mais finalement, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais finalement, ça finit par leur rentrer dans la tête. Oui, parce quand ils sont plus jeunes, c'est normal. Là. Jeff, malgré tout le superficiel, tout le côté éphémère de tout ça, ça revient tout le temps à dire, moi, je vais faire quoi dans ma vie? Tes parents peuvent te dire, c'est quoi tes ambitions? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est sûr que, moi, je me rappelle, mon père, il me disait quelque chose de bien simple. Il me disait, essaie de trouver de quoi que t'aimes parce que tu vas faire ça toute ta vie, là, 8 heures par jour. Ça serait bon conseil. Que t'aimes ça. Mais c'est la base. Mais moi, je dis encore la même chose. Essaie de trouver de quoi. C'est pas moi. Tu sais, je dis, on va te soutenir. Tu sais, quand t'es rendu, surtout aux études supérieures, quand t'arrives cégep, s'il y en a qui veulent faire l'université, veulent des spécialités, tout ça, je suis persuadé que tu as dit ça à tes filles. On va vous soutenir. Tu sais, toi et Marie, vous allez dire, regarde, on vous soutient, on va être là derrière vous, on va vous encourager, mais je ne commencerai pas à décider pour vous ce que vous voulez faire. Ça serait épouvantable. Non. Mais ça reste. Donc,
On peut les guider. On peut leur donner... Tu sais, des fois, ils vont arriver avec quelque chose, puis ils n'ont pas vu tel côté. Tu leur dis, ça dépend à quoi tu aspires, ça dépend, là, tu leur expliques. Mais ultimement, c'est eux qui prennent la décision. Mais en plus, tu connais. Mettons, toi, tu connais tes filles. Fait que tu sais un peu comment ils sont. Puis s'ils pensent à quelque chose, puis effectivement, il y a des éléments parmi un chemin qu'ils veulent prendre, tu dis, t'as peu, là. Regarde comment t'es là-dessus quand t'as telle situation. Regarde quand t'as vécu ça, t'as pas... Ah, c'est vrai, je suis pas sûr que j'aimerais ça peut-être. Bon. Fait que, tu sais, on peut. Là, c'est pas de décider pour eux autres, c'est de les faire réfléchir. Fait que, tu sais, je veux pas. Je parle de ça pour une raison simple, c'est parce qu'on commence en parlant d'intimidation, puis on avait des situations qui se réglaient plus vite quand on était jeune, tout ça, mais je suis pas désespéré des jeunes d'aujourd'hui, vraiment pas. Juste, c'est différent, c'est différent. Et des fois, c'est plus long, mais ils se rendent compte que s'ils veulent faire de quoi d'intelligent de leur vie, il faut qu'ils se prennent en main pour vrai. Il faut qu'ils trouvent quelque chose qu'ils aiment pour vrai. Il faut qu'ils mettent des heures pour vrai. Parce que t'as beau regarder les Kardashians en disant qu'ils font rien puis ils ont 100 millions dans leur compte de banque. C'est pas vrai qu'ils font rien. Non, en réalité, je pense qu'au total, à un moment donné, t'en arrives quand même, c'est une question d'âge, de maturité peut-être aussi, à dire, OK, là, je peux pas juste regarder sur le web, il va falloir que je fasse de quoi de ma vie aussi. Fait que moi, mais de ce qu'on apprend pour finir ce dossier-là, ce qu'on apprend pareil de cette histoire d'école-là, puis je vais faire un lien douteux avec ce qui s'est passé à Kansas City hier, où écoute, il y a des histoires de guns, il y a toujours cette même affaire qui revient, mais je veux dire, c'est pas le gun, ils ne sont pas tout seuls. Il y a nos sociétés, la discipline, le crime. Comme cette semaine, on a vu au Québec, il y a une fille qui tue un enfant, carrément, là, une gardienne, une mauvaise gardienne, une femme qui n'aurait jamais dû faire ça de sa vie, qui brasse un enfant. Les parents sont premièrement, ça a pris des années avant que ça passe en procès. Finalement, elle est reconnue coupable. Elle se ramasse avec un 8 ans qui va finir en 4. On n'envoie pas de message. On a un problème de discipline. On veut désarmer la police. On veut défendre la police. Je sais pas c'est quoi, mais on vit on est un peu aux fraises. Mais de toute époque, les choses changent, les choses évoluent, pour le mieux, pour le pire. Mais il y a quelque chose qui va demeurer de toutes les époques puis dans le futur, ce sera la même chose. Il faut voir une ligne. Il faut que quelqu'un applique l'ordre. Il faut que quelqu'un applique la discipline. Que ce soit dans une équipe sportive, que ce soit à l'école, que ce soit dans une famille, que ce soit dans la société en général, il va falloir qu'à un moment donné, on se rappelle qu'il y a des gens qui doivent être punis, il y a des gens qui doivent être encadrés, il y a des gens qui ne fonctionnent pas s'il n'y a pas des règles sévères. Je ne sais pas quel genre de monde de calinours qu'on a essayé de nous faire croire qu'il existait, mais on le voit, là, ça ne peut pas arriver si on continue à être aussi mollasson. Il faut mettre des règles. Mais est-ce que présentement, au Québec, il manque de profs? Oui, il manque de profs. Oui, okay. Est-ce que c'est difficile d'être prof? Je pense que oui. C'est difficile de travailler comme prof. Mais de devenir prof, non. Devenir prof, non. C'est pas difficile. Là. Bon, dans la cote R, c'est la plus basse. Tu peux faire tu fais le 4 ans d'université. Quand même 4 ans d'université, mais donc quand tu as une spécialité. Mais normalement, ça se fait. Là. Mais ça se fait. Pas mal tout le monde peut devenir prof. On s'entend-tu? Puis là, tu as le monde qui s'en vont dans la profession, puis ils étudient, mais ils n'ont pas de contact avec les enfants. Quand ils arrivent dans la classe, boum! Bang! Ah non, là, c'est un bang. Là. Il y en a 25 qui lâchent. Les nouveaux, il y en a 25 qui lâchent après 3 ans. Mm-hmm. Ils s'en vont faire d'autres choses. Parce qu'ils disent, Christophe. Mais quand tu fouilles pour savoir pourquoi qu'ils lâchent, ben tu l'as la raison. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont les mains attachées. Ils sont entendus, mais ils ne sont pas écoutés. Voilà. C'est ça. La gestion de classe, les mains attachées. Ils ne sont pas capables. Attends un peu. Pas juste ça. Là, lui, ce prof-là qui est désabusé, il n'a pas l'aide du gars en haut. Parce que le gars en haut, lui, il est lui non plus, il l'a pas. Lui aussi, il est pogné. Le gars en haut, il s'en va où? À la commission scolaire. Et la commission scolaire sont fourrés, là, c'est une gang de longeux de mur. Ils s'en vont encore en haut. Pour ça, ils s'en vont encore. Là, ça fait des affaires de paperasse, puis de patente, puis de niaisage. Ben, il est là le problème. Oui, il est là. Si tu remets la discipline, puis tu remets le pouvoir dans les mains des profs et des directeurs d'école, moi, je te dis qu'en dedans de 10 ans, on n'aura plus de problème de prof. Mais 100% d'accord. Je veux juste faire remarquer de quoi 2 secondes. Est-ce que aujourd'hui, à cause des
des problèmes de direction d'école, des problèmes de parents qui ne s'impliquent pas ou qui s'impliquent trop, des problèmes de syndicats, toute la problématique au lieu de faire de l'éducation et de l'instruction, on fait de la discipline. Tout ça nous fait oublier quelque chose qui était bien plus important que ça quand on était plus jeunes, nous autres. Mais on n'en parle plus, vous remarquerez, parce que les autres problèmes sont plus gros, sont plus importants, sont plus imposants pour la société. De quoi on parle pas, puis dont on parlait quand on était jeune, des bons et les mauvais profs. On parle plus bien de ça. Moi, j'avais des mauvais profs à chaque année. Il y a des mauvais étudiants, on le dit. Il y a des bons. Il y a des mauvais profs aussi. Mais il y a des profs qui ne donnaient pas le goût. Là. Moi, j'ai eu des profs d'histoire. Là. Le gars, il y avait là, les gars comptaient. Tu vois, t'es rendu à quoi, là? Tu vas parler de Jacques Cartier, tu vas voir, il va y avoir une blague là-dessus. Mot pour mot. Oui. Aucun intérêt, aucune passion, puis ça passait. Oui, mais habituellement, les mauvais profs, c'est ça. Les mauvais profs, c'est eux qui ne font pas de discipline. C'est eux qui laissent. Habituellement, il y avait un lien entre les deux. Donc, voilà pour le genre de petit. C'était le sujet, sérieux. C'est le sujet de. C'est la vie, hein? L'éducation, l'instruction, l'école, quand même, c'est la base. Pas à peu près. Donc, plus de Gilles sur le Prime, si ça vous tente. Allez vous abonner à radiopirate.com. On a une semaine gratis pour essayer si ça vous tente de venir avec la grande famille. We're gonna take on the world. 100% Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Crif que j'ai hâte de partir le week-end. J'adore partir le week-end. Oui. Est-ce que tu prends toi une petite bière ou un genre de petit verre de vin ou un petit vodka? Je vais te prendre une bière. Non, je vais prendre une bière. Jeudi, je prends une bière, peut-être deux. J'ai encore diminué encore. J'ai encore diminué ma consommation. Moi, je bois 2 bières par semaine. Puis, je suis comme sur le bord d'arrêter complètement. Ah ouais? Je trouve que je dors bien. Quand j'en prends 0. Même si je prends 2 bières, je dors pas pareil. Quand je prends rien, j'ai un super sommeil. Bah, regarde. Bon, oui, c'est... On verra, là. Mais tu sais, ma consommation... Il y en a en vieillissant que leur consommation augmente. Moi, la mienne, elle diminue pas mal. Là, je veux dire, moi, j'en connais que ça augmente pas mal. Tu sais, un Super Bowl 2 bières, on est loin d'il y a une vingtaine d'années, là. 2 bières, c'était à midi, là, avant. Et puis le Super Bowl était à 6 heures. La deuxième était prise à midi et quart. Oui, donc, c'est ça. C'est une autre époque. On s'en va en Espagne. Je te l'ai dit un petit peu plus tôt. Si l'aubergiste se laissait aller, mettons, tu me laisses aller, là. Je te laisse pas mal aller, par exemple. Non, mais je veux dire, à chaque... Parce que je me mets moi-même un genre de règlement, parce qu'à chaque semaine, genre un vin espagnol. Moi, je suis un maniaque des vins espagnols. Un fan fini. Mais, entends-tu qu'il faut faire le tour un peu? On se promène. Il y a des places que je vois un petit peu moins souvent, mettons comme en Italie, mais je vois une fois de temps en temps. On se promène, Amérique du Sud, puis la France, le Portugal. T'sais, on est allé en Autriche, là, les 2 dernières semaines, on était en Autriche quand même. 2 semaines en ligne, on se promène. Mais là, on s'en va en Espagne. Viva España. L'Espagne qui est reconnue pour des, faut le dire, pour des vins, surtout la région du... c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. La région du Rioja. Rioja, c'est dans le nord de l'Espagne. C'est une place tout à fait extraordinaire. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on s'en va, c'est là qu'on s'en va. La Bodega, ça c'est le nom du vignoble, la Bodega Ramón Bilbao. Ramón Bilbao, qui fête ses 100 ans cette année, 1924-2024. Ramón Bilbao, pour les Espagnols, c'est très, très, très connu. En dehors de l'Espagne, c'est connu un peu, le monde qui suit le vin un peu, le monde qui achète du vin, mais en Espagne, c'est une espèce de... C'est un très, très gros nom. Ramón Bilbao. C'est une marque qui est... dans le top 50. Puis ça, c'est capoté. Puis parce qu'il y a un classement qui se fait, Jeff, chaque année par Drink International. C'est quoi ce Drink International? C'est une gang, OK, qui
qui sont des énologues, des rédacteurs en vin, des sommeliers, des maîtres de chais, des spécialistes du vin. C'est une grosse association. Ils se mettent ensemble et à chaque année, ils font un genre de listing des 50 brands, autrement dit, des 50 marques. Carrément une marque, parce que le vin, à mon avis, c'est une marque. Les 50 marques les plus admirées de l'année. L'année passée, dans le top 50, il y avait top 50 à travers le monde. Là. Imaginez-vous la quantité de vignobles, la quantité de maisons de vin. Il y en a, là, incroyable. Mais dans le top 50, il y avait la Bodega Ramon Bilbao, qui font des vins tout à fait admirables. Là. C'est fantastique. Donc, on est dans la Rioja, une petite communauté autonome, juste au pied des montagnes, les fameuses montagnes Catabriques. Ça, c'est au nord d'Espagne. La face, c'est qu'il y a une superbe vallée. Et après, c'est les montagnes. C'est quoi ces montagnes-là, les Catabriques? C'est comme la prolongation des Pyrénées, d'une manière. C'est de toute beauté. Là. Non, tu vois là, vous savez, les routes là, en montagne qui serpentent. Là. Tu rencontres, les petites routes que tu rencontres, là, mais ça serpente là, à travers les montagnes. C'est spectaculaire. Là. À chaque tournant, tu vas arrêter ton char pour prendre une photo. C'est vraiment, vraiment beau. Mais juste au bas des montagnes, mais c'est là la Rioja. C'est la région la plus réputée d'Espagne pour le vin. Il y a plein de places fantastiques. La Rioja, c'est réputé. Quand les Romains sont arrivés là, parce que les Romains, ils ont conquéri l'Europe du Nord, donc ils sont passés par l'Espagne. Les Romains, ils arrivaient d'Italie d'une manière, parce que l'Italie, c'est un pays qui n'existait pas à l'époque, mais les Romains sont passés par l'Espagne, sont rentrés en France, sont allés même en Angleterre. Les Romains ont dominé l'Europe. Mais là, quand les Romains sont arrivés en Rioja, il y avait du monde qui vivait là. Les Celtibéri. C'est le nom du peuple qui était là. C'est des Celtes. Mais c'est des Celtes qui habitaient là depuis des centaines et des centaines d'années. Quand les Romains sont arrivés en Rioja, puis les Romains, c'est des buveurs de vin. Beaucoup de vino. Parce que on le sait que les gars de l'armée, les soldats romains, étaient payés. Il y avait une partie de leur paye qui était en vin. Pour leur donner. À un moment donné, tu te bats. À un moment donné, ça prend une petite soirée le fun. Il est payé en vin. Puis les Romains, à mesure qu'ils se promenaient, ils plantaient de la vigne pour faire du vin. Mais quand ils sont arrivés en Rioja, les Celtibéri, ils en faisaient du vin, eux autres. Là, ils ont dit, parfait, on va prendre leur vin. Les Romains goûtent à ce vin-là. Ils ont dit, waouh, tabarouette, il y a dormi du bon vin ici. Donc, depuis 2000 ans que le vin est bon en Rioja. C'est pas depuis hier, là, depuis 2000 ans. Donc, la fameuse bodega que je vous parle, Ramon Bilbao, eux autres, ils travaillent beaucoup le grenache. Le garnacha, en Espagne, il y a beaucoup de grenache. Et le grenache, moi, je l'appelle le monsieur juicy. Des vins très juteux, hein, le grenache très, très fruité, très juteux. Et l'élégant. Le cépage qui a... Le cépage là, en Tuxedo. Le Tempranillo. Moi, j'adore le Tempranillo. À la SEQ, il y a 3 bouteilles de disponibles de Bilbao. Il y a 3 quilles. Les autres, ils en font beaucoup de vins. Ils ont plein de marques. Ils ont des vins ils ont des très, très, très grands vins. Ici, à la SEQ, bon, on est chanceux, on en a 3. Chanceux, façon de parler. C'est de la manière qu'il est. Mais c'est pas, le prix n'est pas si pire, je vais vous le dire tantôt. Le premier de la maison, c'est le Cruz de Alba. Cruz de Alba de la vallée de Douro. On n'est pas en Rioja. On est un peu plus loin. Cruz de Alba, c'est bon. Mais c'est pas là qu'on s'en va. Il y a le Ramon Bilbao Grande Reserva à 29$. Mais c'est lui l'autre que je veux vous parler. Le petit. Le Ramon Bilbao édition limitée. Édition limitada. 19,75. 92 points Atkins. 92 points Penin. Penin, c'est la gang d'Espagnols. Très, très bien coté. Un vin à 19,75. Il est vendu combien là-bas à la bodega? 14 €. Hop. Intéressant ici, là.
intéressant. Donc, il n'est pas cher. C'est plate à dire, là, mais c'est la réalité. La SEQ, en ce moment, c'est un vin qui n'est pas cher. Bouteille numérotée. Je pense qu'il y a environ 21 000 caisses qui ont été faites. 260 000 bouteilles, ou grosso modo, dans ce coin-là. Pensez à ça 2 secondes. Une bouteille, un superbe Tempranillo, Jeff. Je suis certain que tu capoterais à y goûter. Là. On fait 15 mois de barrique, français 9, c'est pas rien. 10 mois, après ça, embouteillé, 10 mois, la bouteille va se coucher dans la cave. Une vraie cave, là. Tu sais, c'est pas, les autres, ils ont une vraie cave souterraine, là. Donc, 15 mois de barrique, 10 mois de cave. C'est un vin qui fait des larmes. Oh, c'est quoi ça, des larmes? Tu sais, quand tu mets du vin dans ton verre, puis tu tournes ton verre, quand tu vois justement des larmes, c'est quand tu vois, il y a comme un peu comme de l'huile autour de ton verre. Tu sais, c'est comme une petite affaire graisseuse. C'est quoi ça, des larmes du vin? Pourquoi ça fait ça? Des vins qui le font, des vins qui le font pas. Mais des larmes, c'est un taux d'alcool élevé, 14 quand même, 14,5 d'alcool, et un taux de sucre un petit peu plus élevé. C'est ça qui fait les larmes aussi. 2,5 grammes de sucre, on va dire qui est tout à fait raisonnable. Le look, je termine. Le look, reflet mauve, rouge avec des beaux reflets mauves. Et le nez, le pif, on sent. Boisé, réclisse, balsamique. La bouche, des tanins qui sont matures. C'est un vin de 19$, là. C'est un vin de 19$, là, puis on dirait qu'il vaut 40$, là. On s'entend-tu, là? Et il y a un petit fond toasté. On est sur la cerise cuite un peu. Tu sais, la tarte aux cerises, là. C'est bon. Potentiel de vieillissement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'énologue. Une bouteille à 19$, là. Et c'est un 2019 et tu peux le faire vieillir encore un bon bout. On parle jusqu'à 10 ans. Donc, si tu l'achètes là, c'est une bouteille que tu en achètes une pour boire, puis l'autre de dos. Elle peut te faire de dos 2, 3, 4, 5 ans encore. Et si ça s'améliore, parce que le Tempranillo, il s'améliore en vieillissant. C'est ça qui est le fun. Et c'est sûr qu'il n'est pas éternel, là, il ne peut pas faire 30 ans. Mais l'affaire qui est le fun, c'est quand il vieillit, il pogne une autre twist. La twist cuir, animal, le côté un peu tabac, du vieux Tempranillo, là. Tu capotes, là. Un vieux Tempranillo avec un steak, tu viens fou, là. Tellement que c'est bon, là. Ça n'a pas de sens. Le nom, Ramon Bilbao, 19,75, édition limitada, 100% Tempranillo. Vous allez adorer ça. Moi, je pense que c'est un deal présentement à la SEQ, à ce prix-là. Wow! Et ça lance officiellement le week-end. Mon ami Jerry, t'es le master pour lancer le week-end. Merci à Jerry, l'aubergiste, que vous pouvez écouter en podcast sur toutes les applications de podcast que vous connaissez. Là, officiellement, le week-end est lancé sur Radio Pirate. On est les plus vite, on est les meilleurs, on est les plus festifs. Oh, thank God! Bon week-end, les pirates! Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Jerry me dit, oui, Jeff, embarque dans l'autobus. Ben, c'est moi qui chauffe. Genre, ouais! Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Il n'y a rien de mieux que se faire chauffer. disons tu peux checker tes affaires. Disons qu'on va être deux chauffeurs. On va être deux chauffeurs. OK, parfait. On va être deux chauffeurs. Et donc, okay. parce que là, on reçoit des jeunes, puis ça, c'est-tu le fun? C'est-tu le fun jaser avec des jeunes? Puis c'est des jeunes qu'on a déjà reçus. C'est Héloïse Coulombe et Joey. Excuse-moi, c'est Joey. Joey. OK, parfait. Il aime pas ça se faire dire Joey. J'ai fait exprès. J'ai fait par exprès de ça. Non, je suis mal commode. Tu t'en rappelles, Jerry? Tu t'en rappelles? Non, je m'en rappelle. Ouais, je suis mal commode. Donc, mais pourquoi t'aimes pas ça, Joey? Explique-moi l'histoire derrière ça. En fait, premièrement, je pense que Joey, c'est majoritairement anglophone comme nom de gens partant. Joey, oui. Puis, j'ai tant trouvé mais Richard Martineau va t'appeler Joey.
Ah, peut-être. Mais regarde, Sa blonde aussi, d'ailleurs. Ça arrivera quand Sa ça blonde, arrivera. c'est sûr. Joey. Ouais, c'est D'ailleurs, ça. ça va être plus comme ça, là. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un peu matanant, puis je trouvais qu'un nom anglophone qu'on français, je trouve que des fois, c'est pas toujours beau, puis je trouvais plus que Joey, ça punchait plus que Joey. Comme j'ai toujours dit, il y a juste ma marraine qui a le droit de m'appeler Joey. Fait que, elle a le droit monopolisé là-dessus. OK. Donc, vous êtes du mouvement Génération Ambition. En fait, Yes. c'est vous autres qui l'avez créé, ce mouvement-là? Ouais, cofondé. On est les deux co-porte-parole officiels Exactement finalement, ça. du mouvement. Ouais. Là, c'est le bout, là, il faut que tu m'expliques. Là. Ouais. OK, là, moi, il y a un bout là, que je comprends pas. Vous dites que vous êtes un mouvement transpartisan. Ouais. Moi, ça m'énerve, ça, ce mot-là. Non, c'est transpartisan. Ça m'énerve. Ça veut dire quoi, ça? C'est-tu le mot trans ou le mot partisan qui t'énerve le plus? Non, mais la c'est que si j'entends, moi, un mouvement transpartisan, Ça fait monsieur, madame. je vois un gars qui est plutôt conservateur, main dans la main qu'un QS. Je sais pas pourquoi ça m'énerve. Moi, je vois Joey, c'est une fille déguisée en gars. Puis, non, toi, je te regarde, t'as pas l'air d'un gars déguisé en fille. Non, donc, du je tout, veux pas du t'insulter. tout. Je veux pas t'insulter. Pourquoi le mouvement transpartisan, c'est qu'à l'origine, puis je l'avais déjà expliqué un peu, c'est qu'au début, je voulais juste créer l'aile jeunesse du PCQ. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je milite au PCQ, je m'en gêne pas. Héloïse non plus, elle a même été candidate aux dernières élections, la plus jeune d'ailleurs. C'est vrai, Héloïse, ça avait été la plus jeune. C'est ça. Puis, mais en faisant beaucoup de feedback avec plusieurs jeunes qui s'impliquent aussi, du moins dans notre parti, ou qui sont à tendance conservatrice, ils m'ont dit, ouais, mais les ailes jeunesse, Joey, moi, j'ai connu, puisque j'étais à la CAQ à une certaine époque, où on fait tous des erreurs. Puis, justement, il y a tout le temps un côté un peu monotone, un peu, tu sais, on vous prend par de haut, puis on vous dit que vous aidez, mais finalement, on vous écoute pas tant que ça. Vous êtes plus une banque de bénévoles gratis, puis une banque de candidats Oui, pour je auto. comprends. Fait qu'il y avait un côté un peu infantilisant qu'on voulait pas recréer. Puis le côté transpartisan, puis la raison pourquoi c'est un mouvement jeunesse qu'on fait avec Génération Ambition et non pas une aile jeunesse, c'est que justement, du monde, puis regarde, je le sais parce que j'en ai connu à CAQ aussi, malgré qu'ils ne sont pas nombreux, des gens qui nous pensent comme nous autres au niveau plus tendance conservatrice. Oui, il y en a au PCQ, mais ils ne sont pas juste là. Je sais qu'il y en a encore, à tort, on pourra en parler là-dessus. Le Parti libéral? Qui sont Parti libéral, puis qui pensent encore que ce parti-là va être sauvé. T'sais. Un exemple qui est même élu présentement à l'Assemblée nationale, puis qui est toujours député de la CAQ, c'est Yuri Chassin. Lui, il pense encore dans son monde fabulatoire que la CAQ va encore être de droite. Non, dans un an, quittez-vous pas à vol-light. Je suis pas d'accord avec lui, mais ça prouve qu'il y a du monde de tout acabit partout. Puis c'est un peu ça aussi au niveau des jeunes qu'on veut faire. C'est qu'on veut Est-ce qu'il y en a chez QS? Ben, tu veux rire, Jeff, mais il y en a beaucoup de gens à Génération Ambition qui nous ont rejoints, qui nous ont dit « J'ai voté QS aux dernières élections, Master, je suis rendu conservateur. » Parce que c'est pas parce qu'il était réellement QS, c'est qu'on me dit, je suis arrivé au cégep, on me dit que j'étais de gauche, puis que la gauche, c'est QS. Mais finalement, ils n'ont jamais trop réfléchi à ça. Ils se sont dit « Ah, mais mes idées sont de gauche », mais ils n'ont jamais trop poussé plus loin. Finalement, ils se sont dit « Ouais, mais là... » Ils se sont rendus compte plus tard, en checkant la liste des valeurs qu'il y avait, ils ont dit « Hein? Ça ne fit pas partout avec ce que les autres sont. » Exactement. Fait que je pense que c'est plus... Donc, il y avait eu l'étiquette avant de faire le listing de leurs valeurs. Absolument. Puis je pense que c'est beaucoup ça. Autant on dit souvent que la majorité des jeunes sont de gauche aujourd'hui. Peut-être, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se font étiqueter de gauche sans nécessairement faire ils se la font réflexion rentrer dans une derrière. trail, puis ils disent que c'est la trail à suivre, puis that's it. Absolument. Puis là, à un moment donné, ils évoluent, puis ils disent ouais, c'est quoi cette affaire-là? Je suis pas là, moi. Fait que je pense qu'il y a beaucoup plus de conservateurs et de conservatrices qu'on pense au Québec dans les jeunes d'aujourd'hui. Mais là, Héloïse, mettons que vous travaillez, là vous sortez des sujets intéressants. Là, tu parlais tantôt hors d'onde, ton décrochage scolaire. Plusieurs sujets qui vous touchent, que vous êtes intéressés. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui peuvent, mettons, aller vous voir? On parle de QS, ça peut être le Parti libéral. Pour savoir, vous autres, là, vous tentez le pouls des jeunes. On veut savoir, est-ce que c'est des partis politiques, mettons, qui peuvent être intéressés à vos sujets? Allez vous voir, puis vous autres, vous allez, on va collaborer parce que nous, on veut que ça fonctionne. Bien, écoutez, c'est sûr que nous autres, on veut que les idées qu'on a là-dessus ou ce qui nous touche là-dessus, on veut que ça vienne aux oreilles des partis politiques. On veut qu'ils s'en occupent de ces enjeux-là. C'est pour ça qu'on veut les dénoncer. C'est pour que, éventuellement, ça soit un enjeu de taille dans leur plateforme, puis on veut que ce soit qu'il y ait des débats là-dessus parce que ça nous concerne beaucoup maintenant, mais ça va concerner aussi les générations qui vont venir. Comme on parlait du décrochage scolaire, ça a vraiment augmenté depuis
depuis les débuts des mesures restrictrices sanitaires, tout ça, depuis le début de la Les pandémie. statistiques, là, Oui, officielles? exactement. C'est ça. Il y avait, j'avais des statistiques tantôt. Je pense que ça avait augmenté en 2022, depuis le début de la pandémie, déjà de 30 %. Hein? Wow! Avec, j'avais vu un article, et ça se peut que je me trompe un petit peu dans les chiffres, mais ça ressemblait vraiment à ça. Là. Ça avait énormément augmenté, probablement en cause du confinement. C'est vraiment démotivant. Les jeunes qui voient plus leurs amis, qui c'est hyper... ça demande beaucoup, beaucoup d'autonomie aussi, étudier en Zoom, en ligne. Des fois avec des cours asynchrone complètement, juste regarder des vidéos. Donc, c'est... Sans oublier le dernier mois de la crise des syndicats, qu'il y en a plusieurs qui ont encore perdu quasiment 4-5 semaines, sinon une vingtaine de jours c'est encore. vrai. Exact. Oui. Fait que, non, c'est ça a beaucoup. Puis c'est majoritairement des gars encore là. Hein. On sait tant que le taux de décrochage scolaire est énormément les gars. Puis que je peux vous en parler parce que j'en ai été un décrocheur, moi. Fait que je peux vous en parler en masse. 2011, début secondaire 5, ça allait vraiment pas bien. Une maths de 3, sciences de 4. J'aurais même pas eu mon DES avec les unités que j'aurais eu, même si j'aurais tout passé. Fait que j'ai décidé d'embarquer justement, puis je l'ai déjà compté amplement à Jeff dans le Jeff Liberté il y a 2 ans. J'étais embarqué sur la ronde de lait avec mon père qui était laitier pour Natrel. Oui, c'est vrai. Puis j'ai fini, c'est ça, j'ai fait un retour aux études, j'ai été, c'est ça, à l'école aux adultes, j'ai fait mon cégep, puis j'ai pseudo-commencé l'université durant la pandémie, mais à cause des cours à distance, j'ai décidé de lâcher puisque c'était vraiment fait sur un bout de table. Puis après ça, je me suis renligné vers la radio. J'ai gradué du Collège Radio-Télévision de Québec, puis je suis rendu ici. Fait que ça prouve que ça marche. Mais l'erreur... Je pense que majoritairement, il y en a plusieurs qui disent « OK, qu'est-ce qu'on fait? Faut-tu remettre encore de l'argent dans l'éducation pour essayer de faire ça? » Mais justement, ma question de tantôt, c'était ça. Ma question de tantôt, c'est les partis politiques. On parle de la CAQ. Là. La CAQ, là, c'est une roche qui coule dans le lac. Là. Ça veut dire qu'ils sont foutus. Là. Mais eux autres, ils vont avoir besoin de sujets qui touchent le monde. Donc, si eux autres sont trop, c'est moi qui le dis, là, ils sont trop caves pour trouver des sujets qui intéressent le monde, ils peuvent peut-être venir vous voir, vous autres, non? Ah, c'est sûr. Ben, si les gens s'intéressent à nous, des gens partant au mouvement pour savoir qu'est-ce qu'on pense, je pense que c'est déjà une grosse victoire. On n'est pas encore rendu là, mais c'est un de nos objectifs, bien évidemment. Mais pour venir à... Justement, si on parle justement de décrochage scolaire, puis là, la CAQ viendrait, là, on ne sait plus quoi faire. Écoute, Drainville, il essaye tout, mais pauvre Bernie a de la misère, il n'est plus capable pantoute. Qu'est-ce que vous me proposeriez? Écoute, autant que l'école a beaucoup changé depuis l'époque où j'ai décroché, mais quelque chose que je pense qui est resté, puis qu'on le voit, parce que je suis né en 94, depuis le début des années 2000, il y a eu un énorme focus sur l'industrie du savoir, puis on a délaissé énormément tout ce qui est job manuel. On a dit, si tu vas à l'école puis tu ne te rends pas à l'université minimum, tu as échoué. Tu es un innocent, tu ne vaux rien. Même chose au secondaire. Si tu lâches, mettons, en secondaire 3 pour partir sur un DEP, c'est quasiment vu comme un échec. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça qu'on le voyait. Alors qu'on se rend compte aujourd'hui, puis même avec la montée de l'intelligence artificielle, on se rend compte que c'est pas les jobs d'école bleue qui sont à risque, c'est l'école blanc. Puis on est en pénurie de main-d'œuvre, puis c'est du monde avec justement 2 bras, 2 jambes qui font de la job manuelle qui s'en prend encore plus. Je dis pas que ça prend pas des cerveaux, ça en prendra toujours. Mais je pense qu'une revalorisation de la formation professionnelle, du mentorat relié à ça, une équivalence de DES, de diplôme d'études secondaires, mais pour ceux qui sont plus manuels, pour que justement il y ait dans les programmes destinés à eux autres, au collégial puis au cégep. Puis ils disent carrément, des fois, il y a des cours en agriculture au cégep, il y a 2-3 élèves dans la classe, parce que justement, ils sont tous bloqués au DEP. Fait que si on pourrait ouvrir l'aval pour que ces gens-là embarquent dans le collégial, après ça, sur le marché du travail, ben ça va en faire décrocher beaucoup moins, j'ai l'impression. Est-ce que, Héloïse, quand tu parles de... Ben parce que vous sortez de l'école, vous avez vu... on a l'impression que, puis vous autres, vous ne pouvez pas le savoir, puis nous autres non plus, parce qu'on n'est pas là, mais moi, il y a des profs qui me le disent un peu. C'est un peu la même école que nous, on allait. OK? Moi, j'ai 56 ans, vous êtes dans la vingtaine. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu viens de dire? Puis tu as tout à fait raison en passant, Joey. C'est carrément ça. D'avoir tout mis sur une affaire, puis d'avoir délaissé. On en paie le prix aujourd'hui. On en paie le prix aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de jobs manuels que tu ne peux pas apprendre en l'espace de quelques mois. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un d'être un bon charpentier en quelques mois. Absolument. Ça prend une formation, ça prend la même chose pour être un plombier, pour un bricoleur, etc. On manque tous de ces jobs-là. Mais on a l'impression que l'école répond plus du tout à, je dirais, au marché, en partant. Donc, ce que le marché recherche, et toute sa diversité dans le marché. Autant on a besoin de cerveau pour trouver des nouveaux médicaments, pour trouver des nouvelles bebelles au niveau de TI, de l'intelligence artificielle, tout ce que tu voulais. Mais en même temps, on vient de le dire, il y a beaucoup de choses au niveau... Mais on dirait que la recette d'embarquer tout le monde au primaire et spécifiquement au secondaire, puis d'essayer de faire la même chose avec tout le monde, c'était déjà... Moi, j'étais jeune, puis je trouvais ça déjà cave dans les années 80.
Aujourd'hui, c'est plus évident que jamais que l'école, un genre de tu vois ce que c'est, l'école aujourd'hui, c'est un peu qu'une machine à saucisses qui essaye de faire toute la même saucisse avec tout le monde. Ouais. Est-ce que vous avez le feeling que vu qu'on est dirigé par des fonctionnaires boomers ou encore des gens qui sont peut-être pas boomers, mais des vieux X, puis que c'est la même chose au niveau politique, est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là, ils s'occupent pas de ça, ils sentent pas ça, leurs enfants sont pas à l'école depuis 20 ans, sont déconnectés, même si quelqu'un leur dit, ils n'écoutent pas. Avez-vous l'impression que l'école, ça n'a plus rapport à ce que ça devrait être? Ben, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est rendu loin de ces personnes-là. C'est plus leur quotidien, c'est plus leur réalité à tous les jours. Alors que les jeunes de notre génération, justement, il y en a beaucoup qui sont encore à l'école, puis c'est eux là, qui sont préoccupés par ces enjeux-là. Donc, c'est eux qu'il faut qu'on entende, il faut que le message se fasse passer, puis qu'ils se rendent justement à ces fonctionnaires-là qui sont loin de ces réalités-là. Entre autres, comme Joey disait, revaloriser les formations professionnelles, c'est hyper important parce qu'on en a toujours besoin, mais aussi parce que y a des jeunes aussi qui, c'est pas pour eux le système d'éducation, se rendre à l'université, faire des longues études, c'est pas ça qui les intéresse, ils veulent quelque chose de concret, puis c'est dans les formations professionnelles qu'ils vont trouver ça. Sinon, pour ceux qui veulent se rendre à l'université, puis au cégep université, faire des études supérieures, il faut que ce soit possible, il faut que ce soit motivant aussi, par contre. Puis, entre autres, là, on le voit de plus en plus, les sessions d'hiver à l'université puis au cégep, il y a beaucoup de cours en ligne puis asynchrone, fait qu'il n'y a plus de jeunes sur campus, ou pratiquement, en tout cas, il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins qu'il y avait il y a une couple d'années. Donc, c'est encore plus démotivant pour ces gens-là qui voudraient se rendre à l'université, justement, de s'y rendre. Donc, peut-être des classes comodales à la rigueur, mais pas toutes des classes en ligne. C'est très démotivant. Puis en plus, il n'y a pas de relation qui se crée là-dedans. Donc, l'école, c'est rendu compliqué. C'est drôle, parce qu'on dirait que quand le gouvernement touche à quelque chose ou fait quelque chose, ça vire toujours en marde. Là, non, mais on le voit, là. Parce que là, ils ont dit, ça prend du monde pour travailler, là, ces chantiers de construction. On va payer du monde pour apprendre à travailler manuel. C'est des boomers qui sont sur c'est des boomers, Chris, qui prennent la place. Puis eux autres, ils s'en vont là pour apprendre à faire des cabanes en moineaux, quasiment. Puis, ça veut dire, mais c'est ce bout-là qui était. Autrement dit, à place de mettre l'emphase sur les jeunes, là, qui disent, OK, vous autres, là, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Tu vas voir les jeunes. Là, Christophe, il donne de l'argent, puis c'est les boomers qui prennent de l'argent. C'est-à-dire, on dirait que quand tu fais un programme, c'est un désastre. Là. Ah non, absolument. Puis écoute, t'as absolument raison, Jerry. La bonne vieille expression. Il y a personne qui va. By the way, il n'y a personne qui va sortir de ces cours-là. Ils vont prendre le cash, puis il n'y a personne qui va être sur le marché du travail au printemps prochain. Ah, c'est ça. La bonne vieille expression dit tout le temps que si le gouvernement gérait le désert du Sahara, il trouverait un moyen pour manquer de sable. Là. C'est extraordinaire. Non, mais tu parles justement de trucs mal gérés. Un sujet étrangement, parce qu'on a eu une réunion, on a fait une réunion Zoom avec notre monde la semaine passée, puis on allait dire qu'on venait ici, justement, puis quel sujet voulait qu'on jase avec Jeff? Puis il y en a qui m'ont dit, j'étais même surpris, il dit l'histoire du stade olympique. Il dit comment ça? Il dit écoute, on capote du fait qu'il y a autant d'argent public qui est utilisé pour faire revivre quelque chose qu'on peut dire qui est déjà mort, entre guillemets. Là. Autant qu'il y en a certains qu'il faut quand même le dire, qui souhaitaient quand même qu'on garde la structure, mais si quelque chose que je peux être unanime là-dedans, c'est que faut pas, comme tu l'as dit, faut que le gouvernement arrête de toucher à ça. T'sais, on essaie tout le temps de vouloir réparer quelque chose qui est imparable, alors qu'ils sont même pas capables de reconnaître que c'est eux autres le problème. Laissez le privé gérer ça. S'il y a des entrepreneurs internationaux qui ont le goût de gérer ça pour que ça soit mieux fait, je comprends que c'est de la vieille bâtisse, mais au moins capable de faire quelque chose. Puis s'il faut le démolir, garde, ils nous montreront les preuves, puis on le démolira. Et non pas pour 2 milliards, mais plus autour genre de quelques dizaines de millions comme ils font aux États-Unis. Personnellement, ce chiffre-là de 2 milliards, c'est prendre vraiment les citoyens pour des Mais avez-vous l'impression, est-ce que les jeunes avec qui vous parlez, parce qu'on parlait tantôt pour l'école, c'est la même chose, parce que le point que je voulais finir sur l'école, c'était que on a l'impression que les jeunes aujourd'hui, vous êtes tellement informés, vous êtes tellement branchés sur un paquet d'affaires que vous en savez plus que l'école, souvent. Vous en savez plus que ce que le programme veut vous montrer. Puis on dirait que la moitié des cours généraux, qui à l'époque c'était comme un incontournable. Non, vous avez besoin d'une culture générale, puis il faut aller. Alors qu'aujourd'hui, de par les moyens de communication, puis le web, puis tout ça, vous avez toute l'information, puis vous avez. N'importe quel secteur. Vous rentrez, vous parlez avec un gars qui vend des chars, il dit les gens qui viennent acheter un char,
connaissent plus les chars que moi. Peu importe le domaine, parce que les gens sont très informés. Ils ont tout maintenant devant eux en l'espace d'une seconde. Puis, je me disais, peut-être que les jeunes, ils ont besoin d'aller à leur, d'aller directement à ce qu'ils veulent faire rapidement. Pas plutôt perdre de temps. Le cégep, c'est long. Quelqu'un qui a son R4 sait qu'il veut être programmeur en informatique. Pourquoi il n'est pas programmeur après, une fois qu'il a décidé à l'âge de 16 ans, pourquoi il n'est pas programmeur à 18 ans? Il peut être sur le marché du travail à 18 ans et demi. Il est parti. Il veut pas rien d'autre que ça. C'est ça qu'il veut. On pourrait le former à ce moment-là. Donc, c'est ça le point. Donc, quand je parle de boomer, j'ai l'impression qu'il décide encore beaucoup pour nous autres. Il décide pour l'éducation. Et le stade olympique, c'est la même affaire. C'est un souvenir. C'est de la nostalgie. Oui, des c'est la boomers. nostalgie, c'est ça. Et il vous embarque là-dedans, puis c'est vous qui allez avoir ramassé la facture. C'est ça qui est dégueulasse là-dedans. Là. Ça, c'est un attachement irrationnel, en fait. C'est un attachement émotionnel irrationnel envers le stade olympique. Là. Souvent, là, les gens, ils aiment le stade, mais ils savent pas... Pourquoi? Eh bien, vous autres, pourquoi vous l'aimez, vous autres? Vous n'avez pas d'idée pourquoi vous l'aimez. Vous connaissez une bâtisse vide avec rien dedans, un genre de symbole, mais vous ne connaissez pas plus que ça. À part la structure architecturale qui fait à part pour le reste, mais à part de ça, c'est une époque qui était bien avant nous autres. Puis c'est vraiment, ça représente, plusieurs l'ont dit, là, mais même quand c'est rendu que Bob Côté pogne les nerfs et qu'il sacre ajoute pour parler de ça, ça montre que même lui trouve que ça n'a pas de bon sens. Là. Le plus caribou des caribous. Là. Mais c'est ça, c'est que c'est quasiment le mantra des Québécois, comme on dit, in a nutshell. C'est qu'on sait que ça ne marche plus, on sait que c'est scrap, on sait qu'on ne pourra pas faire quelque chose de nouveau. Ça n'a pas été adapté. Ça a été fait par des artistes, pour des artistes, mais pas pour que ça dure dans la longévité. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, leur faire de quoi différent ou le mettre à terre? Non. On va continuer à l'entretenir en se mentant à nous autres mêmes, en pensant que ça fonctionnerait toujours. Comme le modèle québécois, finalement. Fait qu'on dit tout le temps, c'est le fameux sunk cost fallacy qui appelle, à force de mettre l'argent dedans, ça va finir par être rentable. Mais malheureusement, c'est ça. C'est qu'il y a une réalité derrière tout ça, puis c'était assez contraire à tout ça. Là. Il y a déjà eu tellement de dépassements de coûts aussi, juste avec la construction du stade. Puis là, on continue de dépenser dessus. Il y en aura d'autres, des dépenses. Exact. À chaque fois que c'est géré par le gouvernement, il va y avoir des dépassements de coûts anyway. Donc, si ça peut être géré par le privé, je pense que ce serait idéal. Là, vous autres, vous êtes jeunes, vous êtes dans la vingtaine. Un jour, vous voulez avoir une maison, peut-être. Chef du PQ qui essaie de faire une espèce de tour de passe-passe pour essayer de faire payer une partie des intérêts par la population. Ben oui. Une espèce de twist. Là. C'est une genre de twist à la péquiste. Là. Mais quand vous parlez à votre gang, votre mouvement, là, c'est-tu un des sujets les plus importants ou les jeunes, ils s'en foutent? Non, je vais être en appartement toute ma vie, puis je m'en crisse. Non, au contraire, ça nous touche directement parce que justement, on est quasiment, en tout cas, je dirais pas qu'il n'y a pas eu d'autres atrocités dans l'histoire, le fait qu'on n'est pas les pires, mais de toutes les générations, c'est la génération de nos parents ou de nos grands-parents, l'accès à la propriété, on l'a pas mal tout le temps eu. Je me rappelle, la première maison que mon père a achetée, il l'a achetée en 91, puis c'était à Montmagny, puis elle coûtait quoi? 60, 70 000, une affaire comme ça à l'époque. De l'argent de l'époque, c'est sûr. Mais moi, j'ai l'âge de ton père, là, mais moi, pour moi, un jour, avoir une maison, c'était un rêve. Non, c'est ça. Pour moi, avoir une maison, c'était quelque chose que j'avais dans ma tête jeune. Puis mon père avait 21, 22 ans quand il l'a acheté. Là. Bon. On s'entend. Puis moi, je m'en vais, c'est ça, j'ai 29. Puis je vous dirais que c'est ça, c'est pas un projet à court terme. Pas que j'aimerais pas en avoir une à un moment donné. Mais toute l'histoire de la crise du logement, puis tout ça, puis j'entends, mettons, Québec solidaire ou des gens très à gauche, faut juste construire plus. Oui, mais c'est pas... Ça dépend de ce que tu fais avec. T'sais, on voit que là, c'est comme une chaîne de montage. Là, présentement, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont plus le moyen, parce que c'est une rotation. Là. Au début, tu commences en appartement, après ça, tu finis, à la limite, mettons, si c'est un peu plus riche, condo, pour ceux qui veulent se le permettre. Après ça, c'est maison. Mais là, présentement, c'est que le monde... Il y a c'est un peu comme un trafic automobile. Tous les chars sont soit dans des apparts ou dans des condos, mais plus personne a assez de gaz pour se rendre à la maison. Fait que là, oui, justement, il y a une manque de logement. Ben oui, il en manque, mais d'un autre côté, justement, c'est qu'il y a beaucoup... on en parle à Montréal, justement, la quantité de locales vides. Autant que c'est beaucoup au niveau commercial, mais quand même... Oui, il faut construire plus. C'est vrai qu'il y a eu très peu d'incitatifs, autant au fédéral qu'au provincial, pour mettre ça de l'avant dans les dernières années. Surtout avec le mode un peu de décroissance, planète qui explose, puis que, on est quasiment rendu dans un monde. Ben là, vous l'avez entendu dernièrement, là, Stephen Guilbeault, supposément qu'on est rendu dans un monde post-asphalte. Il ne faut plus créer de routes au Canada, parce que, c'est tellement pas ça qu'on... Tout est réglé, hein, bien évidemment. Post-asphalte. Ouais.
Ouais, j'aime bien ça, c'est un terme que j'ai inventé. C'est bon. Mais c'est ça. Fait que je pense que oui, il faut partir de la construction, puis c'est vrai qu'il faut enlever beaucoup de bâtons dans les roues des entrepreneurs pour qu'ils puissent construire sur le sens du monde, mais également aussi préparer les gens à la nouvelle propriété. Puis, écoute, je pense que ça va se régler de soi-même quand la fameuse chaîne va être délayée, pas délayée, pardon, mais le nœud qui est dedans va se délousser. Mais ça va prendre quand même beaucoup de courage. Puis c'est pas justement en mettant artificiellement, mettons, des HLM que ça va régler le truc. C'est des maisons que ça prend. Puis... Mais vous aimeriez quoi, vous autres? Spécifiquement, c'est quoi? Mettons que tu l'as, le gars à côté de toi. Il dit, hey, ma gang de jeunes à la CAQ, c'est une gang d'endormis. Je vous ai regardé un peu sur Facebook. Ça allait allumer un peu. J'ai besoin de savoir c'est quoi qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Tu sais, dans le sens que c'est-tu de l'aide financière? C'est quoi que vous aimeriez avoir pour régler ce problème-là pour la jeunesse? Parce que c'est vrai que, tu sais, je pense que c'est PSPP ou GND qui a dit, c'est vraiment, tu sais, au niveau générationnel, c'est un gros bug, là. Puis, tu sais, même par rapport à nous autres, même les boomers par rapport aux ex, on a vécu ça un peu. Mais c'est rien comparé à vous autres. Vous autres, vous êtes vraiment, vraiment, là, dans une situation où ça va être très difficile d'être propriétaire. Donc, est-ce que vous avez des choses spécifiques à leur demander, des choses concrètes à leur demander? Bien, déjà, de base, je pense que pour aider à l'accès à la propriété, juste annuler la taxe de bienvenue, là, au moins pour l'achat d'une nouvelle propriété, pour aider les jeunes ou les jeunes familles à acquérir la propriété, moi, je pense que ce serait déjà un très, très bon départ. Puis en plus, ceux qui vont partir avoir leur propriété, leur maison, leur condo, bien, ils vont libérer des logements. À un moment donné, c'est un cercle vicieux. Là. Si on continue à empêcher les gens d'avoir des propriétés, des maisons, bien, ils vont continuer à chercher des appartements, puis ça va juste continuer comme ça. Il faut commencer par faire quelque chose qui va aider. Puis je pense que déjà, ce serait un bon départ. TPS, t'es vécu sur les nouvelles maisons aussi. Ça, c'est quelque chose. Tu sais, une taxe de vente sur un bien essentiel. On parle pas de la deuxième maison, du chalet, n'importe quoi. La maison 1, la maison de votre toit principal, votre adresse où cette adresse-là est marquée dans tous vos documents officiels du gouvernement. Jamais cette résidence-là devrait être, même pour les réparations que vous faites, même pour l'eau chaude, c'est un bien essentiel. Il me semble que de taxer ça. Et là, on parle de gros montants. Avant, c'est une maison de 200 000. Mettons que tu faisais bâtir, elle coûtait 200 000 à bâtir, tu payais. À 200 000, il y avait un programme. Mais mettons qu'on la met à 275 000. Et là, tu payes 15 % sur 275 000. Là, sa même maison-là de 275 000 est rendue à 500 000 à bâtir. Donc, le 15 % sur le 500 000 au lieu de 275 la même maison, c'est un montant qui est énorme que vous devez financer en plus. En plus. Donc, vous financez avec un taux à 6 % pour payer le gouvernement, là. Vous traînez ça pendant 20 ans de temps, là. Ah, puis ça, ce montant-là, il faut que tu l'accumules, il faut que tu le gagnes, puis c'est pas juste en une année que tu fais ça, même pas en deux, même peut-être. C'est quasiment, je veux pas être un peu épeurant, mais c'est quasiment un 10 ans d'accumulation, puis un 20 ans d'endettement par après. Ah non, ça a aucun bon sens. Mais en général, puis tu parlais de taxes tout à l'heure, même en général, juste pour mettre justement plus d'argent dans les poches du monde, majoritairement les jeunes, puis je sais que, je pense qu'Éric Duhem avait déjà parlé des dernières élections, la fameuse taxe sur les produits usagés, là. À quel point ça paraît pas grand-chose, mais c'est une stupidité de repayer 2 fois la taxe sur un produit qui a déjà été vendu. Là. Même chose pour... Exemple comme les voitures. Les voitures, ils peuvent être... Oui. Surtout qu'on le sait, je comprends que c'est moins taxé sur ces sites-là, mais tu sais, on n'est pas... Qu'on parle, mettons, dans la fameuse période du déménagement, le 1er juillet, je vous dirais que la majorité des meubles et des électroménagers, c'est pas direct chez Tanguay que tu vas les acheter, c'est Opération Kijiji, puis les packs, puis on se trouve des deals, là. Parce qu'oublie ça, il faut être capable de sauver à quelque part. Le gouvernement nous étrangle à côté des taxes puis les impôts, puis à pu finir puis les réglementations de ci, puis sans compter les municipalités qui veulent taxer à litière de nos chats. Fait que là, après ça, il faut trouver une place où respirer un peu. Puis je pense que ça paraît stupide, parce qu'on pense tout le temps au Québec, là, ça prend genre le team big, là, le gros plan triennal sur 15 ans, puis le plan Nord, puis de ci, puis de ça. Alors que des fois, j'ai l'impression que c'est des petites politiques qui n'ont pas l'air si grosses que ça, mais en bout de ligne, font beaucoup de chemin, puis ils touchent beaucoup plus de gens positivement qu'on pense. Fait que des fois, il faut peut-être penser moins en genre de macro et de super projets, puis sortir le bazooka, puis y aller plus avec justement la lame de rasoir puis la lame chirurgicale pour régler le problème. Hey Jerry, thank you. On va lancer le week-end officiellement avec l'aubergiste. Yes, sir. C'est plus de Joey et Elodie. On est en prolongation sur le Prime pour plus de discussions encore, le fun. Et demain, c'est le dernier live de la semaine. Demain, vendredi, puis s'en aller vers le week-end. Premier week-end, pas de football. My God! J'appréhende un week-end, pas de football. Anyway. Donc, bon jeudi.
Bon début de week-end. Ce soir, petite coupe de vin, comme l'aubergiste vous a dit, ou encore petite bière. Un petit repas, le fun, peut-être un peu de plaisir avec madame ou encore plaisir avec monsieur. C'est le lancement du week-end. On est festif, Alors, venez-nous sur Radio Pirate Live et plus de stock sur le Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate.